Gabonaises, Gabonais, mes très chers compatriotes, je veux, à l'entame de cette communication politique, d'abord vous présenter mes excuses pour les 30 minutes de retard. J'ai dû user d'expertise pour réussir à rendre actif le bouton lancer en direct qui était grisé quand j'ai voulu justement commencer précisément à 14 h, comme je l'avais annoncé, ce nouveau direct politique qui porte sur un sujet de la plus haute importance. Mille excuses pour ce retard qui n'est pas de mon fait. Je veux vous demander déjà de aimer la vidéo et de la partager afin de la sécuriser. Il est clair que toutes les machines qui se connectent ne sont pas forcément d'accord avec ce que nous avons à dire au peuple gabonais. Et c'est donc dans leur intérêt de nous empêcher de communiquer avec vous et de vous diffuser un message qui est souvent rare, pour ne pas dire inédit à entendre. Donc, de grâce, chers internautes, aimez cette vidéo, partagez-la, afin que le plus grand nombre puisse accéder à cette communication politique. Avant d'entrer plus en avant, je voudrais, comme cela est désormais de tradition, me recueillir avec vous, me recueillir devant la mémoire de nos ancêtres qui, de manière injuste, brutale et cruelle, ont été traités. D'abord, pendant les 300 ans d'esclavage, les 3 siècles de traite négrière pratiqués par la France contre des peuples africains qui ne lui ont rien fait. Une méchanceté et une cruauté gratuite que nos ancêtres ont subi pendant près de 3 siècles. Pas 3 ans, ni 30 ans. 3 siècles. Nous devons rendre hommage à nos ancêtres qui sont morts, frappés par un triste sort qu'ils n'avaient pas imaginé. Nous devons aussi rendre hommage à ceux de nos ancêtres qui ont combattu la pénétration coloniale, mais qui finalement a réussi à venir à bout d'eux. Nous rendons hommage aujourd'hui. Nous avons une pensée pieuse pour tous nos ancêtres qui ont été violentés, qui ont été brutalisés, qui ont été humiliés, qui ont été assassinés, massacrés pendant les 150 ans de colonisation française. Nous ne devons pas oublier ces atrocités commises par la barbarie française sur les terres d'Afrique et particulièrement au Gabon, une terre côtière. Je veux également que nous ayons une pensée pieuse en mémoire de nos grands-pères, nos grandes-mères, nos pères, nos mères et même nos frères et sœurs qui sont tombés et qui continuent encore à tomber sous le joug de la France-Afrique. La France-Afrique qui a été mise en place par Charles de Gaulle en 1960 avec son sbire Jacques Foccart. Cette France-Afrique perdure jusqu'aujourd'hui, 2023, soit 63 ans. Je pense, pour cette période, au militaire Jacques Bombo,
Daniel Doédou, Valère et Soli, qui ont été purement et simplement assassinés par l'armée française en 1964. Je pense à Germain Bas, qui a également été assassiné par Bob Denard en 1971. Je pense à Douna Depenou, assassiné à la fin des années 70. Je pense à Doukaga Ziengi, tué en prison en 1986. Je pense à Joseph Issani Renjambe, assassiné à l'hôtel Douai en 1990. Je pense à tous ces héros, tous ces martyrs gabonais qui sont battus et qui ont donné leur vie pour que leur patrie, notre pays, le Gabon, soit libre, indépendant, prospère, où il fait bon vivre et où tous les patriotes, tous les compatriotes vivent en harmonie. Nous devons toujours penser à eux, car nous nous inscrivons dans ce combat de la dignité humaine et de la souveraineté d'une nation. Je vais vous demander d'observer avec moi cette minute de silence, puis je vais poursuivre ce direct de communication politique. Je vous en prie. Je vous remercie. La semaine dernière, vous avez été très nombreux à suivre le direct politique qui a porté sur la présentation de l'axe 1 de notre projet de société. Axe 1 qui était relatif à la spiritualité et au symbolisme d'État de notre pays, le Gabon. J'ai voulu, en 57 minutes à peu près, montrer que un peuple qui est dévasté spirituellement, qui est déstructuré spirituellement, ne peut pas être fort matériellement, ne peut pas être fort physiquement. C'est une illusion de le penser. Tout précède d'abord par l'esprit. L'esprit. Ensuite suit le corps. Les Gabonais doivent revaloriser leur spiritualité qui a été moquée, qui a été enfuie, qui a été satanisée, qui a été diabolisée. Ce travail doit être fait. Il nous permet de renouer avec la tradition ancestrale spirituelle et nous reconnecter à des forces qui nous permettent de tenir debout et de faire avancer notre pays. J'ai également relevé que c'est parce qu'une spiritualité existe qu'elle peut se retrouver incarnée ou représentée à travers des symboles. Et que l'État gabonais, aujourd'hui, présente des symboles qui ne correspondent pas, qui ne sont pas en adéquation avec notre spiritualité ancestrale. Bien au contraire, ces signes symboliques du pouvoir, ces attributs symboliques du pouvoir sont frappés du sceau de l'esclavage et de la colonisation, du sceau finalement de l'aliénation. Le nom de notre pays n'est pas issu de nos idiomes vernaculaires. L'hymne de notre pays ne fait chanter aucune langue du Gabon, qui est pourtant très riche sur le plan linguistique. Le blason de notre pays porte la marque
inaliénante de la caravelle, ce bateau qui a transporté pendant des siècles nos ancêtres. Le drapeau de notre pays ne fait pas état du peuple gabonais, de ses valeurs, de ce qu'il a comme représentation spirituelle pour se projeter dans l'avenir. Et enfin, le sceau de notre pays, malheureusement, consacre un mode de vie qui ne correspond pas à nos traditions ancestrales. Et il est clair que si nous voulons nous réapproprier notre pays, nous devons aussi reconstruire les symboles qui doivent être en phase avec notre identité spirituelle et culturelle. Je suis très heureux de constater que ce direct politique a fait l'objet de nombreux partages. J'avoue que j'ai été relativement surpris, car au moment où je vous parle, il y a certainement déjà plus de 22 000 utilisateurs qui ont été atteints, selon les statistiques que j'ai, et près de 15 à 16 000 vues en moins d'une semaine. Cela montre à suffisance que ce qui est dit aujourd'hui voulait être entendu. Et il fallait un homme pour se lever et porter ce discours de courage et de vérité, de dignité aussi. Après l'axe 1, je me suis engagé à vous présenter l'axe 2 de mon projet de société, en espérant vraiment convaincre le plus grand nombre. Si nous voulons un changement, il doit se faire et s'opérer sur des idées. Ces idées sont proposées par les candidats dans le cadre d'une élection présidentielle. Et outre les idées, il y a aussi la personnalité du candidat qui est engagé. Cet homme qui vous parle, est-il crédible? Est-il en mesure de faire ce qu'il dit? Ou n'est-ce pas un simple prestidigitateur à la langue bien pendue? Vous commencez à me connaître, à découvrir mon parcours, et vous commencez aussi à découvrir les idées qui sont les miennes. Et l'axe 1, ça a déjà donné une certaine étendue de ce que je pense pour mon pays et ce que je veux pour les Gabonaises et les Gabonais. Aujourd'hui, l'axe 2, quant à lui, est relatif à la réforme constitutionnelle. Et je vais aborder cet aspect avec vous en 3 temps. Le premier temps va porter sur le contexte historico-politique qui a sécrété la Constitution aujourd'hui qui nous régit. Et je me ferai fort d'être pédagogue, d'être docte et expliquer à travers l'histoire ces réalités qui se sont construites dans le passé et dont nous avons le rendu aujourd'hui. Et si nous voulons déconstruire des éléments qui nous oppressent, encore faut-il connaître comment ces éléments sont arrivés à maturité, sont arrivés à la réalité. Et c'est ce que j'entends faire aujourd'hui. En plus donc du contexte historico-politique qui situe un peu l'origine de notre Constitution, je vais aborder le deuxième point. Maintenant que nous avons vu d'où vient notre Constitution, est-ce qu'il n'est pas temps d'avoir une qui nous soit propre, qui soit auto-centrée, tout en s'ouvrant vers le monde? Ce sera donc le deuxième point, la deuxième partie de mon intervention, qui portera sur la substance de l'axe 2 de la réforme constitutionnelle, les tenants et les aboutissants et les modalités pour que nous puissions passer de la constitution actuelle à la nouvelle constitution dans laquelle tous les Gabonais vont désormais se retrouver. Le dernier point, et j'en aurai fini,
ce sera le protocole que nous arrêterons, qui relève là d'une simple pratique administrative, pratique juridique, pratique politique. Comment allons-nous faire pour que les Gabonais s'approprient la nouvelle constitution afin qu'elle soit adoptée et exécutée par tous, car nous reconnaissons désormais dans un contrat social, Jacques Rousseau, qui nous oblige. Et enfin, après avoir décliné les différents points de ce axe important qu'est la réforme constitutionnelle, je vais conclure ce direct. Je vous demande dès à présent de le partager, de l'aimer, et de faire en sorte que je puisse aller jusqu'au terme de cet exercice que je me suis imposé et que je souhaite partager avec chaque Gabonaise et chaque Gabonais. Parlons de la Constitution gabonaise, mais en la situant dans le contexte à la fois historique et politique qui a permis qu'elle vienne à maturité et qu'elle vienne à la réalité. Je ne vais pas remonter beaucoup trop loin, au XIXe siècle. Je vais m'arrêter, pour commencer, ce rappel historique, je vais m'arrêter, et c'est la première date, à 1956. Nous sommes donc en 1956 et il y a la loi cadre de Fer, Gaston Defferre, qui était, je pense, ministre des départements d'outre-mer, un socialiste. Nous sommes là sous la 4e République française. En 1956, il y a la loi cadre de Fer qui a été travaillée avec des députés comme Félix Houphouët-Boigny, comme Senghor, je crois aussi Sékou Touré, pour ne pas dire André Bida, ou encore Ouezin Coulibaly, peut-être Jean-Hilaire Aubameyeux, qui était à l'époque député français pour les territoires de leur pays. Dans cette loi, que l'on peut retrouver sur le net, il y a surtout, s'agissant des Africains, l'abolition du régime de l'indigénat. L'indigénat était un régime qui permettait aux colons français de traiter différemment les Français qui vivaient sur la terre d'Afrique, qui étaient des colons, et les colonisés, qui étaient malheureusement les Africains. Le régime d'indigénat permettait à la France d'appliquer le tribut, d'appliquer l'impôt, les travaux forcés, le portage, et de faire toutes sortes d'actions qu'ils ont jugées légales, mais qui étaient pour nous des atrocités. Et lorsque on voulait sortir de ce régime d'indigénat, de souffrance, eh bien on devait accéder au statut d'évolué. Un évolué était un Gabonais, un Africain qui acceptait de s'assimiler, qui acceptait l'assimilation française. Cela voulait dire qu'il renonçait à sa tradition culturelle et il épousait celle que le colon lui imposait. Il épousait délibérément, certes sous la contrainte, mais il épousait quand même. C'est-à-dire que sur le plan spirituel, il laissait ses rites initiatiques et il accédait au christianisme, soit le protestantisme, soit le christianisme catholique. Ou encore, il renonçait à la polygamie et acceptait d'être monogame. Il décidait de parler le français, et de faire parler ses enfants le français et les envoyer à l'école française. Et naturellement, il se mettait au service de la France, en travaillant pour les Français, en étant un bon agent des Français. En fait, en reniant son identité et en abrançant l'identité occidentale qui semblait être désormais la meilleure, car s'étant imposée aux Africains. Voilà le statut de l'évolué. Évoluer. On voit bien que dans l'approche française, il y a cette hiérarchisation des races qui situe l'Afrique au bas de l'échelle et la race française, en
appelons-la ainsi, pour ne pas dire la race aryenne, au-dessus. Et lorsqu'on voulait être dans une zone intermédiaire, eh bien, on quittait le statut d'indigène pour entrer dans le statut d'évolu. Voilà ce qui a été aboli en 1956 par la loi cadre de fer. Ensuite, il y a eu l'érection du collège unique et du suffrage universel dans les territoires français d'Afrique pour assurer la mise en place des assemblées territoriales. Et ces assemblées territoriales devaient donc désigner des conseillers territoriaux. Voilà pour ce qui est de l'année 1956. En 1957, nous avons donc la première assemblée territoriale au Gabon, qui était composée de 40 membres. À l'époque, la population gabonaise, en 1957, était de 600 000 habitants. Donc, si vous faites un ratio, nous avions donc un conseiller municipal pour 15 000 habitants. 15 000 habitants. C'était le ratio. Et donc, 40 membres ont été élus en mars 1957. Le dernier des Mohicans de cette assemblée qui nous a quittés s'appelait Jean-Marc Ekonguema, qui est mort l'année dernière, en janvier 2022. C'est un homme que j'ai fort bien connu, que j'ai souvent approché, que j'ai beaucoup écouté. Je me suis instruit à ses côtés, d'autant qu'en plus d'avoir été conseiller territorial, il a été député national, ensuite ministre sous Léon Mba, ensuite haut dignitaire sous les régimes de Mabongo. Puis il a pris sa retraite et il est mort et enterré dans sa ville natale, Bitana, qui est également ma ville natale. Jean-Marc Eko a été parmi les premiers conseillers territoriaux de notre assemblée territoriale érigée en mars 1957. En 1958, nous avons le référendum proposé par De Gaulle, et je ne reviens pas sur le fait que c'était en réalité un diktat que De Gaulle imposait ainsi aux nègres, mais il fallait que ce diktat ait l'onction même des nègres eux-mêmes. Et le référendum a triomphé avec un oui, car la campagne du oui a été menée par Léon Mba, qui n'entendait pas voir son pays indépendant, et une campagne du non, il faut le dire, avait été mise en branle par René-Paul Souzat du Punga, Parti unifié national gabonais, et Jean-Jacques Boukabel. Il faut rappeler cela aux Gabonais, c'est la stricte vérité. Les leaders politiques qui voulaient véritablement de l'indépendance de notre pays sont Jean-Hilaire Obam, René-Paul Souzat et Jean-Jacques Boukabel, pour ne citer que ces trois-là. Léon Mba, aujourd'hui proclamé père de l'indépendance, était pour que notre pays reste un territoire français, reste sous la tutelle française. Les jeunes Gabonais doivent découvrir cette vérité historique dans les nouveaux contenus pédagogiques que nous mettrons en place quand nous serons aux affaires. Car il faut arrêter la falsification de la vérité historique et restituer exactement à la génération gabonaise ce qui a été. Des noms comme René-Paul Souzat, Jean-Jacques Boukabel, Yvan Ga sont passés à l'oubli. Pourtant, ils étaient beaucoup plus patriotes, beaucoup plus indépendantistes que le président Léon Mba, qui a un immeuble portant son nom, notre Assemblée nationale. Nous sommes là donc en 1958, il y a le oui qui triomphe. 1959, nous allons avoir l'Assemblée législative qui va remplacer l'Assemblée territoriale. Nous sommes en train de nous acheminer vers l'indépendance du Gabon. Et il y aura pour la première fois l'adoption de la Constitution du Gabon en 1959. Et vous vous en doutez, cette Constitution de 1959 sera une pâle copie tropicale et équatoriale de la Constitution française
de la Ve République mise en œuvre par Charles de Gaulle lors du référendum de 1958. Il faut le savoir. Voici le lien établi, l'héritage établi directement entre notre constitution, qui pour la première fois existe dans notre pays, le Gabon, en 1959, et celle de France qui a été proclamée par de Gaulle, celle de la Ve République en 1958. Et c'est en 1959 que Léon Mba est désigné Premier ministre de la République. Et c'est à ce titre qu'en 1960, Léon Mba, Premier ministre, va proclamer l'indépendance de son pays, la pseudo-indépendance de son pays, il faut le dire très clairement, après avoir signé en catimini les accords secrets de coopération que la France a exigé d'avoir avant de proclamer cette pseudo-indépendance qui en fait faisait de nous une néocolonie. J'ai eu l'occasion de lire la version originale des accords de coopération. Et je peux vous dire qu'en aucune façon, il y a eu une partie gabonaise et une partie française qui se sont assises pour discuter des intérêts des deux parties. Car lorsqu'on parle d'accord, cela suppose qu'au départ, il y a des accords. Nous ne sommes pas d'accord. Et donc nous allons tomber d'accord. Et chacun apporte ses arguments. Or, bien malin, le Gabonais, historien ou non, qui sera capable de me dire qui est le ministre des Finances gabonais qui a acté l'usage du franc CFA. Bien malin, l'historien ou le Gabonais érudit qui me dira qui est le ministre des Mines qui a accepté que les ressources stratégiques de notre pays appartiennent en premier à la France. Et c'est quand elle n'est pas intéressée que nous pouvons nous tourner vers d'autres partenaires. Qui est le ministre qui a accepté, s'agissant de l'enseignement supérieur, d'éducation, que le français devait être la langue officielle? Qui est le ministre de l'Intérieur, de la Défense, de la Sécurité, qui a acté l'installation d'une base militaire française qui en réalité est une base d'occupation? Qui sont ces ministres qui ont vendu ainsi le pays? Je suis curieux de les connaître. Mais je sais pertinemment qu'il n'y a jamais eu de ministre associé à une discussion pour que le président Léon Mba puisse signer des accords de coopération qui prennent en compte l'intérêt supérieur de la patrie. Je suis persuadé qu'il n'y a eu aucun ministre. C'est un document qui a été rédigé dans les salons feutrés de l'Élysée et qui a été imposé à tous les 14 pays africains qui ont été censés proclamer l'indépendance après avoir paraphé l'inique et ignoble document. Voilà la réalité. Nous allons également dire, livrer à la génération gabonaise quand ce pays va finalement s'autodéterminer, tant sur le plan de sa souveraineté que sur le plan de son éducation. Nous sommes là donc en 1960. Signature en catimini des accords de coopération, puis proclamation de l'indépendance qui fait du Gabon une néo-colonie sous tutelle française, permettant ainsi à la France de continuer à piller nos ressources, mais de manière beaucoup plus légale aux yeux du droit international. 1961 jusqu'en 1963. Il va se passer beaucoup d'événements très importants. Le premier, Léon Mba, dans l'Assemblée territoriale devenue Assemblée nationale, dont les conseillers territoriaux sont devenus des députés, des représentants du peuple, Léon Mba sera désigné président de la République. Ensuite, commencera ce débat sur le régime de notre Constitution. Voulons-nous une constitution parlementaire, un régime parlementaire,
ou souhaitons-nous une constitution présidentielle, un régime présidentiel? Le débat est sur la table dès 1961 et va durer pendant 3 ans jusqu'en 1963. Léon Mba, qui est le président de la République, fraîchement élu par ses pairs, car à l'époque, vous le constatez, le président de la République n'était pas élu au suffrage universel direct. Nous sommes en 1961. Et De Gaulle, car il faut toujours faire référence à la France sur certaines questions, De Gaulle va instituer une modification de la Constitution de 1958. Il va le faire en 1962, où il va faire en sorte que le président de la République française soit élu au suffrage universel direct, avec une seule circonscription, toute la population française, tout le territoire français, en 1962. Et la première élection française qui aura lieu sous ce régime où le président est élu au suffrage universel direct se tiendra en 1965 et François Mitterrand mettra en ballottage l'initiateur de cette réforme. Bien qu'il eût, au préalable, ce François Mitterrand, critiqué la Constitution de 1962 qu'il avait qualifiée de coup d'État permanent. Donc, en 1961, au Gabon, le président de la République est encore élu comme en France par ses pairs de l'Assemblée nationale. Et Léon Mba veut un régime présidentiel. Il veut le pouvoir pour lui. Et les autres ne l'entendent pas de cette oreille. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que, pendant très longtemps, ils ont souffert de la rigueur de l'autorité coloniale du gouverneur. Et maintenant qu'ils reprenaient leur pays en main, il était hors de question qu'un homme de colon, à peau noire, vienne se substituer au gouverneur français. Donc, pour cette raison-là, il ne fallait pas accepter un régime présidentiel. Il y avait une deuxième raison. Les Africains, nous sommes attachés à la palabre africaine, à la discussion, au débat. Nous pensons qu'un homme tout seul n'a pas la solution. Il doit discuter avec les siens. Et c'est à l'issue d'une longue discussion, souvent éprouvante, que se dégagent des consensus sur lesquels tout le monde s'accorde, car personne n'a été lésé. Cette tradition, les pères de l'indépendance, du moins les pères politiques des années 60, ont souhaité qu'elle se retrouve dans le régime parlementaire. Ils sont donc opposés à Léon Mba pour ces deux raisons cardinales que nous respectons, car elles sont en phase avec nos valeurs africaines. Léon Mba était en minorité, car il avait face à lui Jean-Hilaire Obama, qui avait été parlementaire en France depuis 1946, depuis l'Union française, dans près de 12 ans. Jean-Hilaire Obama n'était pas seul dans ce combat pour le parlementarisme. Il y avait Bondiou, il y avait Ivanga, il y avait Boukabel, il y avait Paul Souzat, il y avait Jean-Marc Eko. Donc la majorité se tenait du côté des tenants du parlementarisme. Ceux qui voulaient un régime parlementaire. Mais, étant le président de la République, disposant des moyens de l'État, parce qu'il est en minorité, Léon Mba décide de s'imposer. Et il va non seulement mettre en internement, pour ne pas dire en prison, en résidence surveillée, des députés qui avaient pourtant l'immunité, donc ses contradicteurs, mais il va également dissoudre l'Assemblée nationale, une ou deux fois. Et nous entrons dans des tensions. Nous entrons dans des tensions. Léon Mba veut une constitution hyper présidentielle et il est contesté par ses pairs. Étant minorité, il use de la violence. Et dès cet instant, le débat va commencer à partir dans un sens qui ne sera pas démocratique. Parce que les militaires qui étaient jusque-là en réserve ont décidé d'arrêter cette chienlit. Et dans la nuit du 17 février au 18 février, au petit matin,
un coup d'État sympathique aura lieu. Sympathique parce que aucun sang n'a été versé. Le président Léomba n'a pas été assassiné. Le vice-président Paul-Marie Yambi n'a pas été assassiné. Le ministre de la Défense nationale, Albert Bernard Bongo, n'a pas été assassiné. Certes, molesté, mais pas assassiné. Aucun sang n'a coulé. Les militaires ont déposé l'équipe dirigeante et ont appelé Jean-Hilaire Obama, qui était la personne la plus qualifiée, la plus indépendantiste, la plus nationaliste à diriger le pays et qui portait justement le courant parlementariste. Et qu'a fait la France? Qu'a fait la France? Prétextant l'application des accords militaires, des parachutistes venus du Congo-Brazzaville vont débarquer à Libreville au Gabon et vont purement et simplement massacrer quelques officiers gabonais qui avaient mené le coup d'État sympathique. La France a répliqué par la violence et par le sang. Elle avait deux raisons de le faire. Première raison, imposer son valet à nouveau à la tête du pays. Deuxième raison, envoyer un message, faire un exemple. Si d'aventure tout autre militaire essaye d'imiter Daniel Ndoïtou, Jacques Bombo, Valère et Sono, tout militaire qui essaiera de le faire sera massacré et suivra ces personnes dans la tombe. Il aura le même triste sang. Et la leçon est bien passée. Très bien passée. Il faudra attendre 1985 pour que Manza Goputa Alexandre, qui était un proche de Thomas Sankara, tente un coup d'État éventé par les services secrets français. Il a été arrêté et, comme un homme, il a refusé de livrer ses compagnons. Il a été exécuté à Hollande. Je tiens ici à saluer sa mémoire. C'est un digne fils du pays qui mérite d'avoir un bâtiment en son nom, une ruelle, une avenue, un boulevard, pour qu'on n'oublie pas que les hommes ont mis leur vie en jeu pour changer notre pays. La France donc massacre les Gabonais au camp Baraka. Et le lieu est encore vérifiable. Les jeunes peuvent se déporter et ils verront. C'est dommage que nous n'aurons pas ce genre d'activité où on explique à la jeunesse gabonaise ce qui s'est passé, on montre les lieux et même les tombes où certains ont été enterrés. Mais cela arrive avec la nouvelle génération et le nouveau pouvoir que nous souhaitons mettre en œuvre dès 2023. En 1964, Léomba finalement triomphe. Il y a des procès et ses adversaires sont condamnés. Il peut désormais évoluer en loup libre. Il n'a plus véritablement de contradiction. Mais, miné par la maladie, Léomba meurt de cancer. Alors, officiellement, on nous parle de 1967, mais nous savons qu'il est mort un an bien avant et que la France a dû faire des contorsions juridiques pour changer la Constitution en créant justement le poste de vice-président et en permettant une élection de la présidence avec colistier Léomba Albert Bernard Bongo. Et quand l'élection magique, votée photo, comme avait dit Yavan Guéma, quand cette élection magique a eu lieu, on a déclaré le décès de Léomba et le vice-président, qui était le colistier, est devenu président. Et dès cet instant, ce dernier, Albert Bernard Bongo, qui deviendra plus tard Omar Bongo Ndimba, va consacrer la constitution hyper présidentielle. Et le débat s'est ainsi soldé de la pire des manières. De 1968 à 2023, la constitution que nous avons et qui a été changée de multiples fois est une constitution
une loi fondamentale au service d'un État postcolonial, au service des régimes qui s'éternisent et qui prend les libertés dans les différentes manipulations pour s'assurer qu'il sera toujours aux affaires. Et il le fait avec la bénédiction de la France, qui a très bien compris qu'un système parlementaire, un régime parlementaire aurait été difficile à contrôler. Alors qu'un système présidentiel où le tenant du pouvoir, c'est-à-dire le président de la République, dispose de tous les attributs, est plus facilement contrôlable. En effet, que ce soit Léon Mba, après 1963, ou encore Albert Bernard Bongo, devenu Omar Bongo Ondimba, ou encore Ali Bongo, actuellement, que ce soit l'un des trois, ils ont tous disposé du pouvoir exécutif, chef de l'État, du pouvoir parlementaire, ayant la majorité, d'un parti ayant la majorité au Parlement, du pouvoir judiciaire, car le président de la République est aussi le président du Conseil supérieur de magistrature, le pouvoir militaire, et aujourd'hui avec les médias, le pouvoir médiatique. Un seul homme détenant tout ce pouvoir est plus facilement contrôlable par la France qu'une pléthore de députés, aux sensibilités, au tempérament et au caractère différents. La France a donc soutenu Léon Mba, a fait en sorte que la minorité qui ne pouvait pas triompher de façon démocratique puisse avoir le dernier mot par la force militaire, par la violence. Et nous, aujourd'hui, nous avons entre les mains cet héritage constitutionnel et qui, comme vous le voyez, ne cadre pas avec nos traditions, puisque la constitution gabonaise, la première qui a été adoptée en 1959, était l'héritage de celle française de 1958. Voilà le rappel historique que je souhaitais faire pour édifier les Gabonais qui aujourd'hui vivent dans un cadre présent, mais n'ont pas toujours les tenants, les aboutissants de certaines réalités. Nous parlons là de la constitution de notre pays. Nous venons de voir qu'elle nous est en réalité étrangère, qu'elle ne porte pas nos valeurs et qu'elle s'est mise en place par la violence, par le sang, et qu'en aucune façon un débat démocratique a eu lieu pour, au final, mettre tout le monde d'accord pour justement adopter une règle commune, adopter une loi fondamentale qui satisfasse toutes les parties. Ce débat n'a jamais véritablement eu à se conclure de manière démocratique, et il faut le dire. D'où le problème que nous avons avec cette constitution-là. Si la constitution d'un pays pose problème, il faut naturellement la changer. C'est la raison pour laquelle, dans mon projet de société, j'ai pensé qu'il fallait prévoir un axe spécifique qui porterait sur la réforme constitutionnelle. Je viens de vous donner là le contexte historico-politique qui a sécrété notre constitution, qui a subi beaucoup de modifications. Maintenant, je rentre dans la deuxième partie du développement. C'est elle qui va vous donner la substance de la réforme constitutionnelle que nous voulons mener quand nous serons aux affaires et quand vous nous aurez fait confiance à l'issue de la prochaine élection qui se tiendra à un tour unique de scrutin. Si nous sommes d'accord pour dire que l'héritage constitutionnel de notre pays n'est pas en adéquation avec nos us et coutumes et que nous héritons d'un legs qui s'est imposé dans la violence, alors il faut faire deux choses. La première, corriger la modalité, sortir de la violence et opérer de manière démocratique, de manière pacifique, de manière concertée, de manière collégiale. Cette démarche
est beaucoup plus enrichissante et respectueuse des diversités ethniques que nous constituons dans notre pays. Et la deuxième chose, outre la modalité d'application, c'est les valeurs, l'esprit de la loi qui va figurer dans la Constitution. C'est pourquoi je suis en train de penser que dans le préambule de notre nouvelle Constitution, il nous faudra désormais faire référence aux valeurs africaines antiques, les valeurs culturelles et spirituelles à laquelle, ou plutôt auxquelles nous sommes attachés. Une constitution doit porter l'âme d'un pays, doit porter l'âme d'une nation. Et nos peuples africains sont nourris aux valeurs de la Maat. La Maat, c'est cette déesse égyptienne qui incarnait la vérité et la justice et la solidarité. Trois principes qui permettent à une société de vivre en paix et dans l'harmonie. Et quand l'Égypte a subi les assauts des envahisseurs venus d'Asie, les peuples africains, les Khamites, se sont dispersés et se sont enfuis vers l'Afrique subsaharienne. Mais ils ont conservé dans leur rite initiatique ces valeurs. Certains ont pu conserver une écriture qui a été réaménagée, d'autres l'ont perdue. Mais les valeurs fondamentales de vérité, de justice, de solidarité, d'ordre, d'harmonie, de paix se retrouvent dans nos rites initiatiques, dans le melam, dans le buti, dans le djembe, dans le djobi. Ces valeurs sont là, présentes. Et nous magnifions la vérité, la justice, la solidarité. Nous sommes des communautés solidaires en Afrique. Donc nous devons faire référence à ces valeurs en nous appropriant cette fois-ci notre constitution. Et comme aujourd'hui nous sommes un monde ouvert, il nous faut naturellement accepter, pour pouvoir traiter avec les autres, accepter les valeurs qui sont consacrées dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été proclamée en France en 1789, et également les valeurs qui se retrouvent dans la Charte des Nations Unies, consacrée en 1945 à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Mais je veux rappeler que le Mali, qui vient de voter au référendum pour la nouvelle constitution, a tenu justement à faire référence à la charte de Kourougan-Fouga, ou encore la charte du Mandé, ou la charte du Manding, qui a été élaborée, tenez-vous bien, en 1233 ou 1236. C'est-à-dire près de 5 siècles avant la Déclaration universelle des droits de l'homme en France. Nous n'avons pas de complexe à avoir en matière de valeurs, de formalisation de ces valeurs et d'écriture. Nous n'en avons pas à avoir. Donc il est parfaitement possible d'imaginer de sortir d'un carcan qui nous a été imposé. C'est la raison pour laquelle la constitution nouvelle que nous voulons mettre en place va consacrer effectivement ces valeurs africaines auxquelles nous sommes attachés. Elle doit aussi consacrer la fédéralité. C'est important. Le Gabon deviendra une fédération des régions-États. Nous sortons justement de la structure de l'État post-colonial jacobin hyper centralisé voulu par la France pour entrer dans des structures beaucoup plus diversifiées qui respectent les particularismes ethniques et régionaux. Nous pensons que avec la fédéralité,
nous pourrons appuyer le nouveau Gabon sur deux grands principes fondamentaux. La fédéralité s'appuiera d'abord sur la républicanité. Nous reconnaissons que le Gabon, désormais, est notre chose commune, mais dans un cadre fédéral. Et ensuite, au niveau des régions-États, les principes qui seront mis en avant, deuxième grand principe, sera à la fois le principe de clanité, le principe de tribalité et le principe de ethnicité. Je m'en expliquerai lorsque je vous parlerai des réformes institutionnelles. Pour l'heure, retenez que le principe de fédération, le principe de fédéralité qui va désormais construire le nouveau Gabon va s'adosser sur le précepte de républicanité et les préceptes de clanité, tribalité et ethnicité. Nous allons désormais assumer notre identité africaine. Nous avons décidé de ne plus en avoir honte et de ne plus nous regarder à travers le prisme du regard occidental, toujours méprisant, condescendant, dédaigneux. Nous allons nous affirmer, car nous sommes l'être humain noir qui a été le premier à naître sur la terre. Nous n'avons de complexe à avoir avec personne. Nous avons même été les maîtres de certains aujourd'hui qui parlent avec tant d'arrogance, quand ils furent pourtant nos élèves au 6e siècle avant Jésus-Christ. Je parle là des Grecs. Vous savez que la Grèce est le berceau de la civilisation occidentale européenne. Mais les Grecs eux-mêmes de l'époque disaient qu'ils étaient les maîtres des Kamites égyptiens qui avaient la peau noire. Donc nous n'aurons pas de complexe à revendiquer notre clanité, notre tribalité et notre ethnicité. Je développerai ces différents préceptes qui sont relativement complexes, je l'avoue, lorsque je vais m'appesantir sur le troisième axe de notre projet de société. Enfin, la nouvelle constitution, en plus des valeurs spirituelles et culturelles africaines, en plus de la fédéralité, devra consacrer le caractère d'un régime qui soit parlementaire, soit présidentiel. Nous allons revenir à ce débat qui a été arrêté en 1963. Voyez-vous, près de 60 ans. Nous revenons à ce débat, car il ne s'est pas achevé de la meilleure manière qui soit. C'est la raison pour laquelle, investi président de la République, je vais commettre une commission gouvernementale et même avec des parlementaires qui vont travailler sur deux lois fondamentales. Deux. La loi fondamentale à régime présidentiel et la loi fondamentale à régime parlementaire. Qu'est-ce à dire? C'est simple. La démarche va consister à édifier le peuple gabonais sur des questions souvent qu'il ne veut pas aborder parce qu'il estime que c'est très compliqué. Non, une règle, une loi n'est pas si compliqué à comprendre. Pour peu qu'on vous explique les tenants et les aboutissants de la manière la plus simple, la plus pédagogique. Le régime présidentiel, qu'est-ce que c'est? C'est un régime où deux personnes seront élues. Donc nous partons sur une élection avec colistier, au suffrage universel, et nous aurons la tête de liste qui sera le président et le colistier qui sera le vice-président. C'est d'ailleurs la première élection présidentielle que nous avons connue en 1967, entre guillemets, lorsque Léon-Mba a été élu avec Albert Bernard Bongo, Léon-Mba comme tête de liste et Albert Bernard Bongo son colistier. Donc cela ne nous est pas si étranger que ça. Ce système présidentiel veut dire que si d'aventure le président de la République venait
à disparaître au cours de son mandat, le vice-président, élu dans les mêmes conditions que lui, prendra le relais et achèvera le mandat. De sorte que les élections se feront toujours dans le même temps constitutionnel. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, car il suffit qu'un président décède en cours de mandat en avril, comme en France, ce fut le cas de Pompidou, ou en juin au Gabon, ce fut le cas de Bongo, pour que le temps constitutionnel du mandat change. Avec un président de la République et un vice-président qui sont colistiers, les mandats commenceront à la même date et finiront à la même date. Voilà. Ça garantit une stabilité et ça gère la question de la vacance du pouvoir. Ce président de la République sera le chef du gouvernement. Il n'y aura plus de Premier ministre. Nous allons arrêter avec ce système hybride où il y a plusieurs fonctions et où on ne sait plus quelles sont les prérogatives attachées à chacune de ces fonctions très importantes au sommet de l'État. Le président de la République sera le chef du gouvernement. Chef de l'État, chef du gouvernement. Il n'y aura plus, dans ce cas de figure, de Premier ministre. Et ce chef de l'État, ce chef du gouvernement, qui est le président de la République, devra rendre compte devant l'Assemblée nationale, devant les représentants du peuple, sur les questions de politique qu'il mène dans son pays et à l'étranger. Il va assumer ses choix. Il n'y aura plus de fusil. Il faut donc désormais que le président de la République, aidé de son vice-président, soit à la tâche, soit à la manœuvre. Il ne puisse pas, quand cela est possible, indiquer un responsable devant l'échec et se couvrir en retrait. Il faudra désormais assumer ses choix devant la représentation nationale. Naturellement, il disposera d'un gouvernement et il y aura des institutions qui existeront dans le cadre de cette constitution, mais je reviendrai plus en détail concernant les institutions sur le prochain direct où je parlerai exclusivement des réformes institutionnelles. Voilà pour le régime présidentiel avec ses grands éléments, ses grands aspects. Et la commission gouvernementale et parlementaire prendra soin de présenter les avantages de ce système et les inconvénients. Les avantages du régime présidentiel et les inconvénients seront présentés, de sorte que les Gabonais auront à la fois la réalité d'une proposition et à côté les avantages de cette proposition et les défauts. Chacun devra pouvoir décider en son âme et conscience après avoir compris ce que c'est qu'un régime présidentiel. Il y aura également un autre texte de loi qui sera le régime parlementaire. Qu'est-ce que ça dit? Ça suppose, quand on dit Parlement, que c'est l'Assemblée nationale, en réalité, qui dispose du pouvoir. C'est-à-dire qu'il faudra un parti majoritaire ou alors une coalition de partis qui puisse désigner le président, pardon, le Premier ministre de la République, ou le chancelier, ou le président du Conseil, ou le vizir, ou le menka, ou le nom que l'on voudra bien donner. Et nos langues ne manquent pas. Ne manque pas de nom à donner à celui qui sera désormais le véritable chef de la République dans le cadre d'un régime parlementaire. Dans ce cas, dans le cas d'un régime parlementaire, c'est le Premier ministre qui conduit la politique de la nation. Il conduit la politique de son parti. Il a un projet de société, mais qui concerne l'ensemble du parti. Et il travaille en coalition quand cela est possible. Sinon, il a la majorité. Et le président de la République, dans ce cas, est désigné de la manière sur laquelle on pourra s'accorder. Et surtout, il est un arbitre. Il n'a plus de pouvoir. Il est celui qui va simplement être une caution morale, une caution symbolique. Et le véritable pouvoir d'État sera désormais entre les mains du Premier ministre, assisté naturellement par le président, surtout en cas de crise, quand il faudra faire les arbitrages.
Voici le régime parlementaire. Et le Premier ministre étant député lui-même, eh bien, il défendra sa politique devant ses pairs de l'Assemblée nationale. Voyez-vous, nous allons pouvoir, dans ce cas précis aussi, faire ressortir les avantages du régime parlementaire et les inconvénients. De sorte que, quand ces deux textes seront sur la table et seront proposés au peuple dans un débat, ce dernier, le peuple, sera édifié. Et quand il prendra position, il le prendra après avoir été suffisamment instruit, suffisamment édifié. Et il décidera en son âme et conscience. Voilà pour ce qui est des constitutions que nous proposerons au peuple gabonais pour qu'il tranche. Parlons à présent des modalités. Comment allons-nous, de façon très pratique, aller de l'actuelle constitution qui ne nous satisfait pas à la nouvelle constitution dans laquelle nous allons nous retrouver? Il y aura certes une constitution dite fédérale, mais il y aura aussi des constitutions locales. Car dans les 5 régions-États qui seront assujetties à la constitution fédérale, nous aurons des constitutions particulières, des constitutions régionales qui prendront en compte la réalité des particularismes ethniques des différentes régions. Nous n'accepterons plus que les concepts de clanisme, de tribalisme et d'ethnicisme viennent polluer la vie politique et sociétale du Gabon. Nous n'accepterons plus. C'est la raison pour laquelle nous devons clarifier ces différentes notions. Je suis curieux de savoir, je veux être instruit sur l'identité des idéologues qui ont réfléchi sur le clanisme, sur le tribalisme, sur l'ethnicisme. Je suis curieux. Lorsqu'on me parle, par exemple, de communisme, j'ai un nom en tête qui me vient, Karl Marx. On me parle de libéralisme, j'ai un autre nom qui me vient, Keynes. On me parle de socialisme, j'ai un nom qui me vient, Jaurès. On me parle même de nationalisme, j'ai un nom qui me vient, Maurras, Charles Maurras en France. On me parle de fascisme, j'ai un nom qui me vient, Benito Mussolini. On me parle de nazisme, j'ai un nom qui me vient, Adolf Hitler. Quand on parle d'isme, c'est-à-dire d'idéologie, de discours sur les idées, nous avons des figures qui ont pensé, qui ont réfléchi et qui ont construit ce logos. Mais clanisme, tribalisme, ethnicisme, qui sont ces idéologues à la petite semaine? Qui sont les idéologues de ces termes qui font florès en Afrique et qui nous font tant de mal? J'ai la faiblesse pour ma part de penser que ce sont les officines françaises qui, au moment où nous accédions à la pseudo-indépendance, ont inventé ces concepts pour mieux nous diviser, pour nous casser, en s'attaquant justement aux structures sociétales qui bâtissent notre identité culturelle africaine, au clan, à la tribu et à l'ethnie, valeurs, groupes communautaires auxquels nous sommes attachés. Tout Africain qui se respecte, tout Africain qui se respecte doit pouvoir nommer son clan fièrement, sa tribu et son ethnie. Même si je sais que ces termes, clan, tribu, ethnie, ont un caractère péjoratif, car racialiste, est né avec l'origine de l'ethnologie. Même si je le sais, mais je parle en français. Et ce sont les mots que les uns et les autres comprennent, qui sont, c'est vrai, chargés péjorativement. Mais c'est ainsi qu'il faut les nommer.
car la langue française nous les donne en définition. Mais si j'avais à parler dans ma langue, je dirais que je suis du Mvo Zomignac. Mvo Zomignac, c'est le clan Zomignac. Ou Mvo Alou, Aloubelokou, le clan Aloubelokou. Je suis de la tribu Eba, Ayon Eba. Et je suis du peuple Toumou, de l'ethnie Toumou, Ayon Toumou. On va parler de la grande nation Ekan, à laquelle appartiennent les Toumou, dont je suis ressortissant. Voyez-vous, quand je dis Mbo, je dis Ayon, je me retrouve dans des termes qui ne sont pas péjoratifs. Mais les mots clan, tribu et ethnie, il faut le savoir, sont des mots racialistes, sont des mots racistes qui nous ont été affublés. Quand eux, ils se les refusent. Ils s'accordent volontiers le privilège des mots comme nation. Voyez-vous, nation européenne. La Yougoslavie a connu un déchirement au milieu des années 90. Ils n'ont jamais parlé de guerre ethnique. Pourtant, la Yougoslavie était un territoire où il y avait les Yougoslaves, la nation yougoslave. Mais quand la Yougoslavie a explosé, qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'il n'y avait pas d'ethnie serbe, il n'y avait pas d'ethnie croate, il n'y avait pas d'ethnie macédonienne, il n'y avait pas d'ethnie bosniaque. On nous parlait de nation serbe, de nation croate, de nation bosniaque. Voyez-vous? Pour eux, ces termes avilissants sont bons pour l'Afrique. Mais nous parlons leur langue. Malheureusement, nous utilisons des mots qui sont chargés parfois racialement contre nous. Mais, dans ma langue naturelle, la langue Ntoumou, je suis Meyomongomo, Mvo, Aloubelokou, Ayon Iba, Ayon Toumou. Et là, il n'y a aucune péjorativité. Voyez-vous? Eh bien, c'est cela qu'il nous faut désormais assumer, qui a été cassé, qui a été malmené, qui a été presque détruit, déstructuré, qui a été moqué, au point que même nous, parfois, nous en venons à nous moquer lorsqu'une personne parle sa propre langue en public ou lorsqu'il donne son arbre ou sa lignée généalogique. Nous allons revenir à nos fondamentaux. Et la constitution locale, régionale, devra le permettre. Autant nos racines du terroir vont se retrouver dans la constitution locale, région par région, autant les fruits et les branches de cet arbre qui s'ouvrent au monde seront des valeurs que nous allons retrouver dans la fédéralité, dans l'universalité. C'est le compromis qu'il nous faut faire aujourd'hui pour que la réalité républicaine n'écrase pas la réalité clanique, tribale et ethnique comme c'est le cas aujourd'hui. Nous pouvons réaliser une symbiose où on ferait vivre ensemble les différentes échelles d'appartenance. Nous devons les faire coexister. Coexister le clan, la tribu, l'ethnie avec la République. Ça est possible. Dans un système centralisateur jacobin qui unifie, qui homogénéise, qui uniformise, dans ce système, on ne le peut. On ne le peut. Mais, dans un système fédéral, cela est possible. Car le système fédéral respecte les particularités, les particularismes, les diversités, les identités différentes. Et nous sommes au Gabon des identités différentes que nous devons respecter, car c'est une richesse, plutôt que de les opposer. Pour pouvoir faire avancer ce débat, il nous faut une modalité, un protocole de travail qui soit efficace et satisfaisant. Et je vais maintenant vous donner quelques éléments de ce protocole avant de conclure ce direct. La méthode que nous allons choisir est la méthode discursive. C'est-à-dire que le gouvernement de la République, sous mon égide, va proposer en débat au peuple gabonais 2 textes. Et il disposera donc des moyens pour parcourir l'ensemble du pays et expliquer chacun des 2 textes. Le texte constitutionnel à régime parlementaire, le texte constitutionnel à régime présidentiel. Les tenants, les aboutissants, les avantages, les inconvénients. Ce sera le rôle de cette commission, soutenue par les médias, soutenue par les intellectuels, soutenue par les personnes
qui s'adonnent à la question politique et qui veulent voir leur pays en chantier se construire. Il y aura donc ce grand débat national à laquelle j'inviterai tous les Gabonaises et tous les Gabonais. Que chacun apporte son idée. Le débat sera ouvert. Il a été fermé brutalement en 1963. Nous allons le réouvrir en 2023, 60 ans plus tard. Et chacun de vous prendra la parole. En 1963, le peuple gabonais n'était pas assez instruit pour aborder ces questions. C'était l'affaire de l'élite. Mais l'élite n'a pas pu s'entendre. Et ce débat a été arrêté. Nous allons reprendre ce débat, mais cette fois-ci avec la participation d'un peuple qui dispose maintenant des outils technologiques pour donner son avis, pour proposer, pour discuter, et puis finalement à la fin, pour convenir, pour adopter ensemble une loi qui s'appliquera à tout le monde, parce que chacun aura participé à sa mise en place. Donc, la réécriture des textes, soumis ensuite par une commission à l'ensemble du peuple, et on pourrait prendre 3 mois à 6 mois de débat, on prendra notre temps, on ne se précipitera pas. Et quand on aura estimé que tous les coins du Gabon ont été visités, que chaque Gabonaise, chaque Gabonais a eu accès à l'information dans la langue qu'il faut, la langue française, la langue Tumu, la langue Teke, la langue Obama, la langue Ipunu, la langue Issir, quand chacun aura compris ce dont il est question, alors nous allons procéder au référendum. Le peuple gabonais, par référendum, va se donner une nouvelle constitution après avoir été informé des tenants et des aboutissants de chacune des lois fondamentales. Il ne pourra pas dire qu'il a été surpris, il ne pourra pas dire que cela s'est fait dans son dos. J'appelle donc tous les Gabonais simplement à réfléchir à la forme de régime qu'ils aimeraient pour leur pays et à accepter le débat. Et ensuite, s'accorder sur ce qui sera décidé par le peuple gabonais. Il pourrait y avoir des voies intermédiaires, mais il nous faut ce débat désormais. Et chacun est en situation de l'enrichir. Chacun a un esprit, chacun a une réflexion, chacun a une parole, chacun compte. Nul ici ne peut dire qu'il est plus qualifié que les autres. Nous ferons en sorte que chaque Gabonaise, chaque Gabonais s'approprie le texte fondamental qui sera notre code de conduite à tous. Et personne n'acceptera qu'un individu se lève pour vouloir le changer tout seul, à sa guise, à sa convenance. Ce sera une époque révolue. Celle où on triturait, on tripatouillait, on manipulait la constitution du Gabon, qui entre-temps aura changé de nom. Le pays aura changé de nom. Voilà pour ce qui est de la réforme constitutionnelle que nous voulons mener quand vous nous confierez les charges de ce pays qui a besoin d'être redressé sur tous les plans. En conclusion, je voudrais dire que nous subissons un paradigme qui nous a été imposé. Nous subissons un système de valeurs, un référentiel intellectuel, spirituel, qui nous a été imposé par la violence, par la France. Mais nous devons nous en sortir. Nous devons déconstruire ce paradigme. D'abord en le comprenant et ensuite en le détricotant. Et quand nous l'aurons déconstruit, nous pourrons construire notre propre paradigme en nous appuyant sur les valeurs qui sont les nôtres, qui n'ont jamais été perdues, qui ont simplement été enfouies. Nous avons la capacité de les faire remonter à la surface. Nous avons la capacité de les réhabiliter. Nous avons la capacité de les revaloriser. Cela est le domaine du possible. Plus simplement qu'on ait cette volonté. Et je porte cette volonté. Je puis vous l'assurer. Et ce paradigme autocentré qui s'ouvre également sur le monde, que nous allons construire ensemble, ce paradigme
pourra produire un narratif, un récit gabonais, un récit africain. Un récit qui va s'inscrire dans la contestation de la falsification de notre histoire. Oui, je vous l'ai dit, Léon Mba n'est pas le père de l'indépendance du Gabon. Il a été le scribe de la France. Il a été Takalouf, l'orateur pour proclamer l'indépendance. Mais Léon Mba a signé des accords qui nous liaient pieds et mains. Nous ne pouvons plus accepter que les agents du bloc impérialiste qui nous ont trahis, qui nous ont fait souffrir, soient érigés en héros. Et ceux-là même qui se sont en réalité battus pour la protection du territoire. Je pense à Eman Tolé, je pense au guerrier Wongo, je pense au guerrier Bombé, je pense à Obizima, je pense au guerrier Akele, je pense à tous ces hommes qui sont battus, toutes ces femmes qui sont battues, et ces personnes n'ont aucune reconnaissance de la part de l'État. Ces personnes ont leur nom passé dans l'oubli. C'est une volonté de l'école coloniale de nous faire oublier qui sont véritablement nos héros et d'ériger en fait les valets, les suppôts de l'Occident en héros du Gabon. Nous allons déconstruire aussi ce narratif et proposer de nouveaux narratifs qui correspondent à la vérité historique. La vérité historique, c'est qu'il nous faut un oubli de personnes comme Jacques Mombo, des personnes comme Daniel Ndouedou, des personnes comme Valère Essono, Germain Bangema, Doukagas Ziengi, Renjambe Issani, Alexandre Manza Gokuta, Fabien Méré, Mombo Kinga. Il nous faut justement mettre désormais en avant nos véritables héros et rabaisser ceux qui ont servi l'Occident. Aujourd'hui, Pétain, le héros de Verdun, est sorti de l'histoire de France. On a oublié ses faits d'armes lors de la Première Guerre mondiale de 14-18. On a retenu de lui qu'à la fin, le pacte signé avec l'Allemagne hitlérienne, et surtout d'avoir participé au rafle des Juifs. Pétain n'est pas un héros en France. Et pourquoi De Gaulle, qui a été le bourreau des Gabonais, devrait avoir un camp de Gaulle? Pourquoi toutes ces rues qui portent le nom des colonialistes, des colons français, doivent exister sur notre terre? Des gens qui nous ont opprimés, qui nous ont oppressés, qui nous ont tués, qui nous ont massacrés, ont néanmoins des rues qui portent leur nom au Gabon, des bâtisses qui portent le nom au Gabon. C'est inacceptable. Nous allons changer ça. Nous allons construire un autre narratif qui est celui de la vérité historique. Ça veut dire que nous allons oser inventer l'avenir, comme disait le capitaine Thomas Sankara. C'est la raison pour laquelle notre projet de société porte comme slogan « Osons l'alternative ». Voyez-vous, nous sortons d'un cadre qui a été conçu pour nous opprimer. Et ce cadre existe depuis plus de 600 ans. Le cadre de l'esclavage, le cadre de la colonisation et actuellement le cadre de la néocolonisation qui porte le nom de France-Afrique. Nous sortirons de ce cadre par notre volonté pour entrer dans un nouveau cadre, canite, africain. Nous allons définir. Nous appuyons sur nos tréfonds, sur nos entrailles, sur nos valeurs qu'en réalité, nous n'avons pas perdu. C'est cela le projet constitutionnel que je propose. Frapper du sceau de la spiritualité de notre pays, des valeurs de notre pays, de la culture diversifiée de notre pays. Frapper de cette fédéralité qui va reconnaître à la fois la République, mais également la clanité, la tribalité et l'ethnicité. C'est le projet où nous allons finalement adopter une constitution qui sera la nôtre, parce que chacun y aura mis du sien. Voilà, Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, le message que je voulais transmettre à chacune et à chacun de vous aujourd'hui.
dans le cadre de l'axe 2 de mon projet de société que je souhaitais partager avec vous et qui portait sur la réforme constitutionnelle. La prochaine communication politique que je tiendrai dans ce format sera les réformes institutionnelles. Car de cette constitution découleront des institutions. Il faut donc que je puisse m'appesantir sur le nouveau Gabon, la structure du nouveau Gabon et surtout l'essence fondamentale que ce nouveau Gabon devra porter. Merci d'avoir été nombreux. Merci d'avoir aimé ce live, d'avoir partagé et donc de l'avoir sécurisé. Je vous remercie pour votre patience, pour votre attention et je vous dis à bientôt. Restez connectés et suivez avec beaucoup d'intérêt ce que le charismatique a à dire à la jeunesse mais aussi aux personnes plus âgées. À bientôt.